réciproque, probablement. En tout cas, nous, on est ravis de vous retrouver ici, puisque vous avez également collaboré au catalogue qui est à paraître autour de l'exposition Pier Paolo Calzolari. On aura la chance de retrouver le maestro en mars, probablement, avec Andrea Vigliani, un autre de vos collègues, en tout cas co-auteurs du catalogue qui sortira à cette période-là. Vous avez également collaboré à la rédaction, et principalement en tout cas à la rédaction de l'aide à la visite que vous retrouvez à l'entrée de l'exposition, et on vous en remercie à nouveau. Et on vous remercie également sur la qualité de la collaboration que vous avez pu mener avec nous et Pier Paolo sur l'entretien que vous pouvez retrouver au deuxième étage dans la vidéo room, où on retrouve à la fois toute votre justesse, votre finesse et votre humilité dans votre travail avec vous, que je tenais à souligner également, et au nom de toute l'équipe, puisque ça a été vraiment une collaboration très agréable comme toujours avec vous. J'en profite également pour vous dire que nous n'avons qu'un seul exemplaire, mais vous pouvez vous le procurer en ligne, puisque vous l'avez écrit il y a quelques années, mais il a été réédité en 2016 si je ne me trompe. Oui, on ne m'a pas demandé mon avis, pour être honnête. Voilà. En tout cas, vous pouvez le retrouver sans l'avis de l'auteur, il est ici. Vous pouvez le retrouver, le consulter pour ce soir, ou avoir la chance d'acquérir le dernier exemplaire qui nous reste, jusqu'à ce qu'on ait un petit réassort dans quelques jours. Merci en tout cas, bonne conférence, merci Didier. Ouais, c'est moi qui vous remercie, Benjamin, c'est compliqué de parler après un éloge comme ça. Mais voilà. Quand Björn, Guillaume et Benjamin m'ont proposé de parler de l'arte povera en général et de l'œuvre de Calzolari à l'intérieur de ce courant, ils m'ont demandé si j'avais, parce qu'on peut évidemment aborder cette question de mille manières, ils m'ont demandé si j'avais un angle en particulier, et j'ai proposé, j'aurais pu proposer autre chose, mais quelque chose qui m'intéresse parce que ça m'est d'une certaine manière, ça m'a été longtemps un peu étranger, qui est la question du rapport au sein de l'arte povera entre ce qu'il est convenu d'appeler les beaux-arts ou les arts plastiques et le théâtre. Alors on sait bien maintenant, c'est beaucoup dit dans tous les livres, que Germano Celant, qui nous a quittés il y a 3 ans maintenant, et qui a été le fédérateur de ce courant, qu'on ait bien en tête que c'est un courant, l'arte povera, plus que le mouvement auquel on l'assimile. C'est pas comme le surréalisme, il n'y a pas de manifeste, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais néanmoins, c'est quelque chose que Germano Celant a fédéré, et on sait que le nom arte povera, c'est-à-dire art pauvre, a été emprunté, alors peut-être sur la suggestion d'un des artistes italiens des années 60, Giulio Paolini, que ce nom, cet adjectif pauvre, a été emprunté au titre d'un ouvrage qui a eu une influence considérable dans les milieux intellectuels des années 1960, qui est Vers un théâtre pauvre de Jerzy Grotowski, le metteur en scène d'avant-garde polonais. Alors je précise tout de suite, parce que c'est important de le comprendre aussi, que petit à petit, l'expression art pauvre telle qu'on l'emploie aujourd'hui en est venue à désigner, disons, le meilleur de l'avant-garde italienne dans les années 60 et 70. Moi, j'irais jusqu'à penser le meilleur de l'avant-garde européenne. Mais au départ, quand Germano Celant a publié un livre auquel il a donné ce nom, Arte povera, il voulait rendre compte de tout ce qui se passait sur la scène mondiale. Et dans le livre de 69, il est question d'une quarantaine d'artistes qui ont en commun d'essayer de se dépouiller d'un certain nombre d'habitudes pour revenir à des sensations ou des rêveries primitives. Et donc, exactement comme en leur temps, Brecht, puis Antonin Artaud, puis Grotowski, qui était un disciple des deux premiers. Donc, au départ, l'arte povera, c'est tous ces gens-là. Donc, c'est 40 personnes. Ça fait beaucoup de monde. Le monde de l'art étant ce qu'il est, les rivalités diplomatiques et nationalistes étant ce qu'elles sont,
Chellant a été amené à réduire son ambition. Il était parfois difficile pour des artistes américains d'être classés dans un tiroir avec un nom européen, italien. Donc, en 1985, Chellant a fixé une liste dans une exposition à New York. Voilà, la couverture, je ne sais pas si on la voit bien, et cette liste, voilà, c'est celle que vous connaissez, que Chellant a malicieusement ramené à 12 noms, comme les 12 apôtres. Chellant était tout sauf naïf, donc évidemment, il y a une intention dans le chiffre 12. Mais en dehors de cette origine précise de la dénomination du courant, le théâtre en soi est présent aux sources vraiment de l'arte povera. Je suis désolé pour le chat dans la gorge, mais une boîte entière de pilules n'est pas venue à bout du truc. Donc, tout au début de l'arte povera, il y a des artistes qui sont dans cette liste des 12 apôtres, qui viennent vraiment du théâtre. Il y a par exemple Michelangelo Pistoletto, qui est ce que dans le jargon des étudiants de mon époque, on aurait appelé un théâtreux, qui avait fondé une troupe. Alors aujourd'hui, dans les textes critiques, les historiens appellent prudemment cela un groupe, mais ce groupe, cette troupe de théâtre s'appelait le Zoo. On s'est longtemps demandé pourquoi ce titre, et en fait, Pistoletto a expliqué que c'était parce que dans son esprit, les artistes étaient une espèce étaient des animaux à part dans la société, des animaux sauvages qu'on exposait dans des zoos qui étaient les galeries, les musées, alors que le reste de la population avait été déjà domestiquée et était parquée non plus dans des musées ou des galeries, mais dans des stades, dans des usines, dans des pavillons ou dans des HLM. Donc le zoo, c'était cette faune semi-sauvage qu'étaient les artistes. Et cette troupe jouait dans les rues, dans les cafés, gratuitement la plupart du temps. Et ça, évidemment, ça marquait les esprits, mais ce n'était pas du tout exceptionnel dans l'Europe des années 60. Ce n'était pas exceptionnel parce que, notamment, une troupe, celle de Julian Beck et Judith Malina, le Living Theatre, avait un succès dont on n'a plus idée aujourd'hui auprès de tout le monde de l'art en Europe. Le Living Theatre réhabilitait le théâtre de rue qui était tombé complètement en désuétude. Il plaidait pour une abolition complète de ce que les gens de théâtre appellent le quatrième mur, c'est-à-dire cette frontière transparente entre la salle et la scène. Il voulait que les acteurs et les actrices soient le plus près possible du public, jusqu'à parfois s'en distinguer mal. Ils ont introduit ou réintroduit, ça dépend comment on écrit l'histoire, le nu sur la scène, avec notamment un... J'ai toujours trouvé ça assez beau, mais voilà. Et donc le Living Theatre était vraiment présent dans les esprits de l'époque. Et Michelangelo Pistoletto s'est fait connaître par a acquis un début de véritable notoriété avec une action relevant un peu du théâtre, mais pas seulement, parce que ça laissait des traces qui pouvaient relever des beaux-arts. Une action qui consistait, à la fin des années 60, je vous montre une photographie, j'espère que c'est plus lisible sur le grand écran que sur mon petit écran. Une action qui consistait à rouler dans une énorme sphère de papier journal collé
dans les rues de Turin comme pour prendre l'empreinte de la réalité urbaine. Et il a donc accompli cette action un peu folle, et il a montré ensuite l'objet, c'est-à-dire la relique de cette action dans des expositions. La première est une exposition fondatrice, une des deux expositions fondatrices de l'Arte Povera, qui s'appelait Art pauvre et Action pauvre. Ça a eu lieu à Amalfi en 1969, et vous pouvez voir là, la sphère roulée par Pistoletto qui est présentée comme une relique dans l'exposition. L'action est finie, mais l'objet reste comme imprégné de toutes les informations invisibles qui traînaient dans les rues de Turin. C'est pour ça que je parle de relique. Il y a un côté un peu sacré, un peu religieux dans cette action. Calzolari a été très, très marqué par le geste de Pistoletto, et dans l'espèce de poème manifeste qui est affiché à l'entrée de l'exposition, qui est intitulé donc Casa Ideale, la maison idéale, est en fait une page dans le catalogue d'une exposition au Stedelijk Museum à Amsterdam, la page qu'on avait confiée à Calzolari. Donc dans ce texte, la maison idéale, qui donne son titre à l'expo à la Villa Paloma, Calzolari évoque d'entrée de jeu sa dette à certains artistes de l'art pauvre, dont Pistoletto. Alors, c'est écrit dans un langage poétique dont je vais reparler, qui n'est pas toujours transparent, mais pour peu qu'on y fasse attention, il s'agit d'un langage poétique, et Mallarmé, c'est pas transparent non plus si on l'aborde comme ça sans préparation. Le texte commence par cette déclaration: « Je voudrais faire savoir que j'aime la boule de papier, les chaussons en fil, la fougère, les chants du grillon. J'aime la réalité, la fonction d'une boule de papier, d'un igloo, des chaussons en fil, d'une fougère, des chants d'un grillon. Je voudrais faire savoir que j'aime ces choses. » Alors, la boule de papier, c'est évidemment Pistoletto. Les igloos, c'est Mario Merz, qui s'est fait connaître par cette forme dont on pourrait parler pendant des heures. Et les chaussons en fil sont en fait des chaussons en fil de fer que tricotait Marisa Merz, la compagne, la femme de Mario Merz, et qui est la seule femme présente dans le groupe des 12 apôtres. Calzolari déclare sa dette à ces trois artistes, et en particulier, c'est l'un des premiers dans la liste, à Pistoletto et à son action théâtrale. Le théâtre est partout, en fait, en ce temps-là, dans le monde de l'art. On a conservé, par exemple, de Pino Pascali, qui est une des très belles figures de mouvement, malheureusement disparue bien trop tôt dans un accident de moto. On a conservé cette œuvre fondatrice qui s'appelle le Teatrino. Le Teatrino, c'est littéralement un petit théâtre. C'est un titre qu'avait déjà utilisé Fontana, on va le voir, mais dans le cadre de Pino Pascali, c'était un petit castelet, à peu près identique à ceux qu'utilisaient les marionnettistes napolitains dans les rues. Et Pascali s'amusait à y exposer toutes sortes d'objets, des objets périssables, des objets bruts, des objets bricolés, des objets récupérés. Et cet exemple, choisi parmi beaucoup d'autres, n'a rien d'étonnant, parce que la question du théâtre et de son
immixtion, son intrusion dans le domaine des beaux-arts est cruciale partout dans le monde occidental à la fin des années 60. La confusion des genres entre donc un art du temps, des arts du temps, les beaux-arts, le théâtre, pardon, et puis des arts de l'espace, les beaux-arts, ce mélange des genres est revendiqué par beaucoup d'artistes de la fin des années 50 et des années 60 comme productif. La confusion serait productive. C'est la position, pour simplifier, de John Cage, de tous ses héritiers, c'est-à-dire de tout le mouvement Fluxus, qui s'est développé aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne, des dissidents de Fluxus comme Alan Capro. Donc, eux prônent ce mélange des genres. D'autres, en revanche, sont très réticents à l'intrusion du théâtre dans le monde des beaux-arts et perçoivent l'intrusion comme une menace, comme un danger. Tous les étudiants en lettres et en arts de ma génération avaient obligation faite par leurs profs de lire un article. Vous n'avez pas besoin d'aller regarder ça, mais ce que je vais vous dire est à peu près la vérité. Donc, obligation de lire un article de Michael Fried, voilà, intitulé Art and Objecthood, c'est-à-dire l'art et l'objectivité. C'est pas beau en français, c'est donc plutôt la choséité. C'est paru en 67 dans Art Forum, une des revues les plus influentes aux États-Unis à l'époque. Alors Fried n'annonçait pas moins que la thèse suivante: l'avenir des beaux-arts allait se mesurer dans les années qui allaient suivre à leur capacité à résister à l'invasion du théâtre. C'était vraiment un danger, c'était l'étranger qui arrivait dans la bergerie. Et quand il disait ça, il ne pensait pas seulement à ce à quoi on pense spontanément, c'est-à-dire les actions, ce qu'on appelle aujourd'hui les performances. Il pensait même à cet art qu'on dit minimal, celui de Robert Morris, pour prendre un exemple parmi beaucoup d'autres, que Fried préférait appeler art littéral, en lui donnant un nom un tout petit peu péjoratif. D'après Fried, cet art-là, cet art littéral, extorquait en quelque sorte une adhésion au spectateur comme aurait pu le faire dans une pièce la présence silencieuse d'une personne réelle. Et cette fascination de la présence réelle allait, à son avis, à rebours de cette volupté de l'intelligence qu'il voyait comme caractéristique de l'expérience esthétique. Évidemment, comme ça, résumé à la hache, la thèse de Fried est très, très discutable. Je pense qu'elle est très, très discutable, même quand elle n'est pas résumée à la hache. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Si critiquable qu'elle soit, la thèse avait, me semble-t-il, un mérite qui était de mettre l'accent sur une chose que vous allez peut-être trouver exagérément simple, mais qui est toujours utile à rappeler, y compris aux partisans de la confusion volontaire des genres théâtre et beaux-arts. Cette chose très très simple, c'est qu'un objet et ou une personne et sa représentation, ça n'est pas la même chose. Il y a dans le théâtre une présence réelle
qui n'existe pas dans le film, le cinéma ou la peinture. Une pomme à l'étal de l'épicier et une pomme peinte par Cézanne, ce n'est de toute évidence pas la même chose. C'est la sublime phrase de Rilke qui dit tout. Je la cite, c'est dans les lettres de Rilke à sa femme à propos de Cézanne. Cézanne, dit-il, se retourna vers la nature et sut ravaler son amour pour la pomme réelle et le mettre à l'abri pour toujours dans la pomme peinte. Je trouvais que c'était une formule magnifique pour définir ce qu'était la peinture. Voilà, on peut peindre une pomme, mais c'est pas comme la manger. On la met à l'abri pour toujours dans la peinture et on met son désir à l'abri dans la peinture. Et donc ce que dit Fried sur la possible naïveté d'une esthétique de la présence réelle des objets, ou encore plus des personnes, ça peut d'autant mieux être compris à propos des années 60 que aussi bien Brecht que Cantona Artaud, que Grotowski avaient tous pour volonté d'éliminer au maximum les artifices scéniques qui mettaient dans leurs pièces de théâtre les spectateurs à l'écart des acteurs. Dans Cordiane, un spectacle de Grotowski dont l'action était supposée se dérouler dans un hôpital psychiatrique, voilà, le décor était constitué de lits de fer superposés où les acteurs et les spectateurs étaient mêlés. Et les spectateurs, les acteurs savaient qu'ils étaient des acteurs, les spectateurs ne pouvaient pas savoir s'ils étaient assis à côté d'un acteur ou pas. Alors, ce mélange, j'espère que je ne m'égare pas trop, je crois qu'il n'est pas très différent d'un certain nombre de gestes manifestes des artistes de l'arte povera. Et parmi ces gestes manifestes, je pense à un très célèbre qui est celui de Yannis Kounelis à la galerie Latico à Rome en 69. Donc c'est une exposition qui n'avait pas de titre. Aujourd'hui, on lui en donne un. Dodici Cavalli Vivi, c'est-à-dire 12 chevaux vivants. C'était 12 chevaux vivants que Kounelis avait amenés dans la galerie Latico, qui était en fait un ancien garage automobile. Donc elle était de plein pied. À Rome, c'était pas très compliqué d'y faire entrer 12 chevaux et de les attacher au mur. C'est une action, un geste qui a été proposé en janvier 69. Provoqué beaucoup de discussions, ça a produit un effet de sidération. Hein, les managers d'aujourd'hui diraient l'effet « waouh », 12 chevaux dans une galerie. Mais au-delà de cet effet de sidération, ça pose beaucoup de questions qui ne sont pas forcément si faciles que ça à résoudre et qui sont analogues à celles qu'avait posées c'était une année auparavant, l'exposition installation de Pier Paolo Calzolari, qui était intitulée plus mystérieusement Le filtre est bienvenu à l'ange. Le filtre, c'est parce que pour entrer dans la salle que vous voyez ici photographiée, avec un gazon synthétique et des colombes parmi les visiteurs, pour entrer dans cette salle, il fallait passer par un filtre éclairé en lumière noire qui, en quelque sorte, purifiait le spectateur. Pardon. Donc le filtre est bienvenu à l'ange. Il y a des chevaux dans un garage, des colombes et du gazon synthétique
de l'autre côté, il y a beaucoup de croisements entre Kounellis et Calzolari, d'ailleurs amis, beaucoup de respect l'un pour l'autre, beaucoup de rapports. Ils ont l'un et l'autre fait des choses qui seraient aujourd'hui et peut-être légitimement impossibles, c'est-à-dire présenter des animaux vivants, des chevaux, un perroquet pour Kounellis, un chien albinos notamment pour Calzolari. Kounellis met des mots très précis sur ces gestes. Calzolari, lui, parle dans le langage poétique qui lui est propre d'activation de l'espace, ou d'acte de passion. Mais pour essayer de comprendre ce que sont ces actes de passion, je voudrais en passer par un petit texte de... Voilà, j'oubliais ce détail aussi que Calzolari et Kounellis ont tous les deux joué à mettre en scène des personnages vivants, une danseuse pour Kounellis, un cracheur de feu pour Calzolari, devant des tableaux. Le violoniste et la danseuse, le violoniste joue la partition qui est écrite sur le tableau, et le cracheur de feu ne brûle pas la peinture parce que la surface dont on a le sentiment qu'elle est éclairée est en porcelaine. Enfin, il y a le même mélange là qui est très direct entre la peinture et le théâtre. Kounellis en parle, me semble-t-il, très bien dans un texte très étrange qui est un entretien avec Wim Beeren. Wim Beeren, il n'y a pas de hasard, c'est le commissaire de l'exposition au Stede de la Hague pour qui Calzolari a écrit la maison idéale. C'est un petit monde, mais un petit monde passionnant. Donc, Wim Beeren s'est entretenu avec Kounellis et a publié ses entretiens sous le titre de la Selvaggina. Alors, c'est un peu mystérieux, la Selvaggina, je ne parle pas du tout bien italien, mais ça veut dire le gibier. L'éditeur m'a dit que le titre avait été donné au tout dernier moment et que c'était un moment où Kounellis était en colère contre ses marchands et qu'il avait intitulé le livre « Le gibier » parce qu'il considérait que les artistes étaient devenus le gibier des marchands. Je ne sais pas du tout si c'est la vraie exposition parce qu'il est question de zéro gibier dans le texte. En revanche, il est beaucoup question de théâtre. Et Kounellis explique que, je le cite là, la galerie, le musée, en tant qu'espace public, est au fond une cavité théâtrale. C'était très net dans l'ancien garage où il a exposé les chevaux, c'était vraiment une cavité. En réalité, c'est toujours Kounellis qui parle, la prise en compte de l'espace public, c'est cela l'élément remarquable de mon exposition de 69. Petite parenthèse, si on sort cette déclaration de son contexte, il dit, voilà, c'est la prise en compte de l'espace public qui fait tout le sel des choses. La galerie est une cavité théâtrale. On pourrait se méprendre, on pourrait penser qu'au fond, il suffit de faire passer les chevaux de l'écurie au musée, ou les chiens albinos de Calzolari du chenil au musée, pour, c'est-à-dire un espace un peu solennel, un peu théâtralisé, pour que les objets deviennent des œuvres d'art. On pense tout de suite, enfin, si je prends comme référence de pensée immédiate celle de mes élèves autrefois, au fameux ready-made de Marcel Duchamp. Alors, je voudrais tout de suite, pardon Benjamin, même si c'est une petite digression, mais je pensais vraiment important, y compris pour comprendre tout ce qu'on voit dans l'exposition.
contrairement à ce qu'une vulgate théorique a répandu dans le monde d'aujourd'hui, un ready-made de Duchamp, ça n'est pas du tout un objet quelconque qui acquiert sa dignité d'œuvre d'art parce qu'il est exposé dans un musée ou dans une galerie. La meilleure preuve, c'est que le mot ready-made a commencé à avoir du succès bien avant que l'un quelconque des objets de Duchamp... attendez, pardon, non, je ne les ai pas retenus, c'est pas grave. Que l'un quelconque des objets de Duchamp ait été exposé. Marcel Duchamp a acheté un sèche-bouteille au bazar de l'Hôtel de Ville en 1914. La première exposition dans laquelle il a été montré, c'était en 1936, l'exposition surréaliste d'objets à Paris. Et puis donc il a fallu plus de 2 décennies pour que l'objet soit véritablement exposé. L'urinoir du Salon des Indépendants à New York, il n'a jamais été montré, il a été refusé. Personne dans le public ne l'a vu. Duchamp l'a photographié pour organiser un petit scandale, mais l'objet n'a pas été montré. Et ça n'est qu'en 1964, c'est-à-dire 50 ans après l'achat du porte-bouteille, que le marchand milanais Arturo Schwarz a proposé à Marcel Duchamp de faire des éditions de ces objets, la pissotière, le sèche-bouteille, la housse de machine à écrire, la pelle à neige. Et ces objets ne sont pas du tout, si vous les voyez dans des musées, faites-y attention, ce sont des répliques. Ils sont absolument inutilisables. L'urinoir, c'est du plâtre recouvert de peinture émaillée. Donc, quand des vandales viennent en casser un, c'est très embêtant de les restaurer. Et le plus beau, c'est la pelle à neige. Le manche est carré. Je sais si vous avez l'habitude de manier des outils. Vous savez qu'un manche carré, c'est juste impossible. Voilà, on ne peut pas le tenir. Donc, le ready-made, ça n'est pas un objet qu'on met dans un musée et qui devient une œuvre d'art. C'est une farce philosophique que Marcel Duchamp a organisée à l'intention de ses collègues artistes d'avant-garde, qui prétendaient qu'on pouvait se dispenser du jugement esthétique, que tout devenait art dès lors que l'artiste décidait que c'était de l'art. Et contrairement à ce qu'on pense, Duchamp n'est pas du tout d'accord avec ça. Ce n'est pas lui qui a créé ça. Il a fait une farce qui a pris des dimensions planétaires avec le temps, mais c'est une farce philosophique. On ne contemple pas un urinoir. Marcel Duchamp l'a fabriqué uniquement pour qu'il soit refusé et bien montré, pas du tout aux bourgeois pour les choquer, mais montrer à ses collègues artistes d'avant-garde que l'abdication du jugement esthétique, c'était une chose impossible, que voilà, le monde s'effondrait au fond s'il n'y avait plus de jugement. Donc, aucun ready-made n'a été exposé avant 1964 en dehors du porte-bouteille. Donc, ça n'est pas l'exposition qui a fabriqué le ready-made, c'est la légende. C'est le baratin autour, un baratin brillant et magnifique, mais c'est une fable, c'est une farce. Et j'insiste là-dessus parce que c'est source de beaucoup de confusion. On trouve dans les histoires de l'art contemporaine beaucoup de généalogies trompeuses, et ce serait très facile de dire, voilà, Duchamp, 1917, montre un urinoir, il n'a pas montré, mais ça fait rien. Counelis montre des chevaux, même geste de provocation, c'est pas du tout la même chose. En fait, les artistes de l'arte povera, Calzolari, Counelis, Pistoletto, n'appartiennent pas à la famille de Marcel Duchamp. Ils appartiennent à la famille d'Yves Klein, à la famille de Piero Manzoni, c'est-à-dire à une poésie beaucoup plus épique, beaucoup plus enflammée, beaucoup plus héroïque. J'aime infiniment Duchamp, hein, la question n'est pas là, c'est un artiste passionnant,
Mais il y a entre Duchamp et Yves Klein le même abîme qu'entre Shakespeare et Paul Valéry, qu'entre Novalis et Mallarmé. Ce n'est pas le même monde poétique. Counelis, Calzolari, Pistoletto ne font pas une critique de la modernité comme Duchamp. Ils s'en fichent. Mais ils vivent dans un temps où ils considèrent, à tort ou à raison, mais c'est une conviction très forte, que le tableau, la forme tableau, a perdu de sa force, de sa pertinence, que le tableau n'a plus la place prépondérante, le tableau ou la sculpture, hein, plus la place prépondérante qu'ils ont ou qu'elles ont occupée pendant des siècles dans la société. Et là, je reviens au texte de Counelis où il parle magnifiquement de ça. Il explique qu'il a compris à un moment donné que la peinture de Fautrier, donc peintre français, installé, reconnu, n'était plus centrale. Il utilise ce mot central et centralita, le mot de centralité. Qu'en revanche, Fontana, ça commençait à être autre chose, et Pollock aussi. Fautrier était un peintre important, mais il avait perdu cette centralita dont parle Counelis. Et je vous lis très, très précisément ce qu'il dit. C'est un paragraphe assez court, mais là encore magnifique. Il faut, dit-il, s'arrêter sur les petites statues baroques de Fontana, les petites statuettes. Pour comprendre, il faut penser au contexte culturel. Et alors, on voit très bien les conséquences. Il y a aussi ces coups de pinceau matiéristes qui se réfèrent à la sculpture baroque. Et puis, il y a les trous et les entailles dans les tableaux de Fontana. Dans un musée à Berlin-Est, je cite toujours, alors ça donne une idée de la date de l'entretien, c'est avant 1989, Berlin est encore divisé en deux. Dans un musée à Berlin-Est, dit-il, il y a un tableau du Caravage, c'est saint Thomas, je crois, où le Christ se tient comme ça, avec sa plaie là, et saint Thomas met le doigt dans la plaie. Je vous dis ça pour dire qu'un certain type d'idée de la douleur constitue une limite. C'est présent dans le monde catholique. Et les entailles de Fontana ne sont rien d'autre, d'après moi. Naturellement, aujourd'hui, on ne peut plus figurer, on ne peut plus représenter, mais on peut présenter. Et c'est là qu'on commence à toucher à cette affaire de théâtre comme présentation plutôt que représentation. On ne peut plus le figurer, on ne peut plus représenter les pèlerins d'Emmaüs et l'incrédulité de saint Thomas. Mais on peut présenter. Et plutôt que briser la figure humaine du Christ avec une entaille, briser l'intégrité de la toile. L'intégrité est la condition historique d'une toile, c'est pareil. On ne peut plus peindre le Christ avec sa plaie, mais la toile entaillée, c'est aussi un Christ. Et je parle de l'appréciation de la douleur et de la reprise qui nous manque aujourd'hui du drame. Alors c'est une phrase magnifique, hein. On ne peut plus représenter
l'incrédulité de saint Thomas, mais on peut présenter quelque chose qui fasse drame, qui fasse image. Et dans un monde où le tableau est privé de son importance, de sa centralité, il faut retourner aux sources, il faut retourner à l'interaction entre l'art et la scène, entre la peinture et l'architecture, entre la peinture et la liturgie, qui n'est jamais que le théâtre de la religion. Il faut retourner aux cérémoniaux, aux processions. Qu'est-ce que c'est que la boule de papier qui est roulée par Pistoletto comme ça dans les rues de Turin, sinon une procession profane? C'est un retour à tout ce qui a fait la naissance de la peinture, puisqu'on sait bien que la peinture au Quattrocento, au Cinquecento, reprennent des éléments de théâtre. Et cette conscience qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, non plus représenter, mais présenter, c'est Fontana, dans l'esprit de Cunelisme et de la plupart des artistes de l'arte povera, qui en a eu le premier l'intuition, et à côté des fameux tableaux troués ou entaillés, si vous voulez, tout à l'heure on pourra reparler des entailles parce qu'il y a des petites choses à savoir là-dessus, mais à côté de ces entailles, il y a les tableaux que Fontana appelait des teatrini, donc des petits théâtres, exactement le titre qu'allait reprendre Pascali, dont je vous ai montré une œuvre au tout début. Donc, là où se jouent véritablement les choses, c'est dans ce recours au théâtre, non pas pour le plaisir d'abolir les frontières, parce que ce serait bien de ne pas avoir de frontières, c'est pas vrai. C'est ce recours au théâtre pour retrouver quelque chose de sacré dans l'art, et ce quelque chose, ce sont les traces de représentation sacrée qui restent, et de représentation éphémère qui restent dans les œuvres. Là aussi, c'est quelque chose d'important, cette idée de trace, cette idée d'image-trace. De l'exposition des 12 chevaux vivants de Cunelis, il existe des dizaines et des dizaines d'images. Celle-ci, par exemple, qui montre l'arrivée des animaux. Mais il y a un cliché qui, pour moi, aujourd'hui, évidemment, en 69, j'avais 15 ans, je n'avais pas la moindre idée que tout ça se passait de l'autre côté de la frontière. J'étais dans un lycée en Lorraine, je n'ai pas vu l'exposition, mais pour moi, cette exposition, c'est cette image qui est devenue presque une image pieuse. C'est celle qui fixe l'élément théâtral. Et l'œuvre, c'est ce que je vois là dans la photo de Claudio Abate, c'est-à-dire pas n'importe qui, un photographe de grand talent. Cette image pieuse est ce que je sais par mes lectures ou par les discussions que j'ai eues avec les artistes de la façon dont l'opération s'est déroulée. C'est ça, aujourd'hui, qui fait une œuvre. Et c'est exactement la même chose pour Il filtro et Benvenuto all'Angelo, l'œuvre de Calzolari. Je ne l'ai naturellement pas vue, elle n'a pas été filmée, mais j'ai cette image fortement en tête, et pour être précis, j'ai même en tête la façon dont la performance a été documentée dans le catalogue du Jeu de Paume, avec la colombe qui surmonte la photographie de la colombe qui surmonte la photographie de la jeune femme. J'ai lu donc des descriptions de l'action, je sais ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fallait passer par une sorte de sas pour se purifier. Je sais que les visiteurs étaient sommés
de porter des chaussettes rouges qui contrastaient avec la couleur complémentaire de la pelouse artificielle, c'est-à-dire le vert. Mais sachant tout ça, et étant malgré tout quand même avant tout attiré par le monde des formes et des images, cette jeune femme, à genoux, les mains sur les jambes, dans une attitude mi-recueillie, mi-inquiète, pour moi, c'est une annonciation. Si on regarde, il y a des milliers d'annonciations, mais regardez en particulier celle de Poussin, donc en bas à gauche, parce qu'elle est exactement dans notre sujet. C'est déjà, ou c'est encore, sans doute, faudrait-il dire, c'est encore, dans le tableau de Poussin, du théâtre. Il y a une estrade, une scène, et même une seconde estrade sur laquelle se trouve la Vierge qui est surmontée par la colombe du Saint-Esprit et l'ange qui vient lui annoncer la venue du Christ. Chez Poussin, c'est déjà du théâtre. Alors donc, pourquoi est-ce qu'on serait choqué que ce soit du théâtre chez Calzolari? Au fond, je crois que Calzolari fait, avec son filtre et sa bienvenue à l'ange, exactement ce que Kounellis expliquait que Fontana faisait avec l'incrédulité de saint Thomas. Il retrouve une force sacrée que son époque ne peut plus accueillir sous sa forme traditionnelle. Il peint une annonciation dans un temps où on ne peut plus peindre une annonciation. Ça ne se fait plus, ça serait perçu comme ridicule. Mais pour moi, toutes les photographies qui subsistent, et peut-être encore plus impressionnantes que l'autre, attestent que l'œuvre était une tentative de retourner au rituel. Alors, on pourrait repérer au sein de la mouvance Arte Povera, je ne redis pas que c'est vraiment une mouvance qui a été structurée par Germano Celant. On a un groupe de 12 personnes pour des raisons tactiques, mais voilà, il y a des artistes comme Fabio Maori qui pourraient très très bien être présents dans ce groupement. Il n'y est pas, c'est pas grave, c'est exactement les mêmes intentions, les mêmes vibrations et les mêmes préoccupations. Donc on pourrait retrouver dans cette mouvance, je crois, à de très nombreuses occasions, la survivance d'une iconographie surtout religieuse, empruntée au passé, dans des formes qui lui redonnent de la force émotionnelle. Et ça n'est tout de même pas un hasard si tout ça se passe en Italie, parce qu'en Italie, vous le savez tous, où qu'on soit, on est à 500 mètres d'une merveille, d'une église décorée, d'un crucifix sublime, d'une peinture religieuse extraordinaire. Donc, quand Manzoni accomplit sa fameuse action, il est très malade, il sait qu'il va mourir, il cuit en public et il consomme en public des œufs durs qu'il a marqués avec son empreinte, c'est à la galerie Azimut à Milan. C'est quand même difficile de ne pas voir là une scène, C-E-N-E, c'est-à-dire Ultima Cena, le dernier repas du Christ. Et on pourrait décliner ça à l'infini. Je vous montre simplement quelques exemples que je crois, enfin que j'espère un peu convaincants, de crucifixion. Kounellis a présenté cette chose très, très dure en réalité
ce piétement de croix avec des chaussures d'enfant, ça vous prend à la gorge. Mais la crucifixion est omniprésente, même dans des œuvres qui apparemment sont tout à fait profanes. Giuseppe Pennone s'étend dans le lit d'un fleuve, enfin d'un torrent, qu'il canalise avec des parois de béton. Giulio Paolini prend les mesures d'une toile pour qu'elles épousent exactement les mesures de son corps et il se fait photographier prenant ces mesures. Luciano Fabro soutient une structure cubique qui est également à la dimension de son corps. Alighiero Boetti réalise cette performance ambidextre absolument magnifique. Il écrit la date du jour de la performance des deux mains, main droite et main gauche, à l'envers de la main gauche, comme Léonard de Vinci, à l'endroit de la main droite, et il s'arrête quand il est crucifié. Alors, Calzolari, pour qui, on l'a compris, l'ange est une figure de l'artiste, réinterprète aussi assez souvent, même si quand on discute avec lui de ça, mais j'ai l'expérience avec tous les artistes de l'arte povera que j'ai connus d'un peu près, Luciano Fabro, Giuseppe Pennone, toujours une petite réticence à reconnaître ça, même si Pennone a fait récemment son outing religieux en quelque sorte en exposant au couvent de la Tourette, couvent de Le Corbusier près de Lyon. Il me semble que chez Calzolari, on repère des thèmes bibliques. On pourrait trouver plusieurs exemples, mais l'un m'a toujours frappé, c'est cette échelle qui ne monte vers rien et qui est enduite ou couverte de givre. Pour moi, c'est de toute évidence, c'est compte tenu de ce que Calzolari écrit par ailleurs, c'est une échelle de Jacob. Dans la Genèse, Jacob voit en songe une échelle le long de laquelle les anges montent et descendent et comprend que le ciel et la terre en fait communiquent étroitement et en permanence. Et dans le texte de la maison idéale, on a presque l'impression que Calzolari reprend le texte de la Genèse. Une maison où je trouverai la réalité et l'entrée avec un paillasson et des écouteurs de givre, répétant la phrase « Entre en folie, ange artiste, j'aurai 3 marches de neige comprimées avec 5 ou 3 plumes roses à la façon de ma bienvenue à l'ange, avec déposée sur le dessus la phrase en lettres tridimensionnelles et d'argent « Bienvenue à l'ange ». L'ange peut venir de la poésie de Dylan Thomas que Calzolari a lu, de celle d'Ezra Pound qu'il admirait beaucoup, mais la figure de l'ange n'en demeure pas moins une figure à l'évidence religieuse. Et la quasi-totalité des images que je viens d'essayer de vous montrer sont des photographies de performance. Calzolari, c'est toujours ambigu. Il y a des objets et des événements qui se déroulent autour. Alors on pourrait se dire, ce serait une réaction tout à fait naturelle, que ces performances auraient pu être filmées et qu'on y aurait gagné. Et là, c'est une position personnelle, on peut la contredire, on peut ne pas être d'accord, mais je crois que, justement, non. Que la photographie, l'image fixe, quand on n'a pas eu la chance d'assister à un événement dans la réalité, fixe cet événement de façon beaucoup plus juste que le film. C'est très frappant s'agissant d'une performance très, très célèbre de Joseph Beuys,
J'aime l'Amérique et l'Amérique même. Il existe de cette performance un film qui dure 40 minutes. La performance a duré 24 heures, donc déjà il y a dans le film des éléments qui sont tronqués. Mais il y a aussi un recueil de photographies compilé par Caroline Tisdall, pardon, et c'est le livre dont je vous montre la couverture, et ce recueil est, me semble-t-il, beaucoup plus frappant, beaucoup plus parlant que le film. Je connais bien les deux, le film est impressionnant, mais les images fixes le sont encore plus. Il n'y a pas beaucoup de films dans l'œuvre de Calzolari, même s'il y a beaucoup de théâtre et que son œuvre permet de bien comprendre la théâtralité de l'arte povera dans son ensemble. La seule exception, c'est un petit film de Gerishom il sera présenté, Benjamin, dans l'exposition. Il sera présenté ce week-end dans le cadre du festival OVNI et de Winter Video Days. D'accord. Gerishom, en quelques mots, j'espère que je ne suis pas trop long. C'est un jeune cinéaste allemand qui était véritablement un artiste, qui est mort malheureusement aussi très, très précocement, qui a proposé à peu près tous les artistes européens qui comptaient vraiment à ce moment-là de faire avec eux un tout petit film d'une quarantaine de secondes. Donc, dans le film d'identification que vous verrez, il y a Beuys, il y a Richard Long, il y a Daniel Buren, il y a Giovanni Anselmo, et puis un petit film de Calzolari, que pour le coup je ne vous raconte pas, qui est un des rares films sonores dans cette œuvre de Gerishom. C'est en fait une collaboration entre l'artiste allemand et Calzolari, et le son est très, très étonnant. C'est un chant de guerre indien, des Indiens d'Amérique du Nord, qui a été un succès de pop musique en 69. Quand j'avais 15 ans, j'ai été très, très ému de retrouver ça dans le film de Gerishom que j'ai vu des années et des années plus tard. Donc, c'est un film, mais ce n'est pas une performance filmée. Ça a été fait pour être un film et pas autre chose. C'est conçu comme une œuvre en soi. Et un des très bons critiques de Calzolari, qui s'appelle Vincenzo de Bellis, dit qu'on ne doit pas employer à propos de son travail le mot de performance, que d'ailleurs Calzolari n'aimait pas du tout, mais l'expression tableau vivant. Pour de Bellis, les œuvres de Calzolari sont des tableaux vivants. Et ça mérite aussi une explication. Tableau vivant, c'est un très joli terme. C'est une expression qui est utilisée, c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne, en français, partout dans le monde, y compris dans le monde anglo-saxon, qui est utilisée donc pour désigner l'art de faire imiter pendant quelques instants un tableau célèbre par des acteurs professionnels ou improvisés. Alors on pense souvent que le tableau vivant, c'est une contamination de la peinture ou de la sculpture par le théâtre. Cette invasion de l'étranger dont Michael Fried avait tellement peur. Et en réalité, c'est exactement le contraire. Et un historien français qui s'appelle Bernard Vouilloux a consacré un ouvrage entier à démontrer que c'était le contraire. La couverture, c'est Frinet, cette jeune femme qui est accusée de je ne sais plus quoi et qui est acquittée par le tribunal athénien parce que l'avocat a la bonne idée de la déshabiller et qu'elle est tellement belle que sa beauté a valeur de vérité. Et ce thème a été repris très souvent pour les jeux de société qui étaient devenus les tableaux vivants. C'était un divertissement mondain
Tout d'un coup, dans une soirée, quelques personnes complices mimaient un tableau. Goethe décrit très très bien ça dans les affinités électives. C'est devenu aussi un numéro de cabaret. Mais au départ, donc, ce n'était pas du tout une contamination de la peinture par le théâtre, c'est une contamination du théâtre par la peinture. Le premier tableau vivant qui a été recensé en quelque sorte avait été imaginé par un metteur en scène célèbre au XVIIIe, Carlin. Il s'appelait Carlo Bertinazzi, mais il exerçait en France, donc on l'appelait Carlin. Et il avait monté une pièce qui s'appelait Les Noces d'Arlequin. Et au beau milieu de la pièce, tous les acteurs se figeaient pour reproduire ce tableau de 1761, qui est un tableau un peu mélodramatique de Jean-Baptiste Greuze, sur lequel Denis Diderot avait écrit des pages magnifiques dans son compte-rendu du salon de 1761. Donc c'était une œuvre célébrissime dans le public de l'époque, qui venait assister à une pièce de théâtre et qui tout d'un coup voyait le temps de, je ne sais pas, 15-30 secondes, se figer devant lui les acteurs en une peinture. Il ne s'agissait pas, l'accordé de village, juste l'accordé, c'est le moment où on vient payer la dot de la jeune femme au père du fiancé. Donc il ne s'agissait pas d'animer la peinture, mais de figer le théâtre dans un instant remarquable, de mettre en quelque sorte, d'arrêter l'action pour mettre en tension l'espace et le temps, de piquer au vif le spectateur en interrompant le récit, la temporalité du théâtre, pour tout d'un coup venir dans la temporalité des beaux-arts. On appelait donc tableau vivant un jeu assez périlleux qui résonne vraiment très bien avec la définition que Calzolari donne aujourd'hui de la performance et de ce qu'il fait quand on lui dit « vous faites des performances ». Il précise « quand j'utilise le mot performance, j'entends décrire l'espace comme un temple dans lequel chaque pierre, chaque colonne, chaque élément est imprégné par l'odeur, l'énergie, la trace des passages, ce qui fait que cet espace est sillonné par des milliers de lignes de force psychologiques. En sculpture, c'est quand on se situe dans l'espace que le temps devient un objet. Ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble, quand le temps devient un objet. Et en réalité, chez Calzolari, vous pouvez le vérifier dans l'exposition, vous l'avez sans doute toutes et tous vérifié, tout est instable. Oui, je pense que je suis trop long, donc je voulais parler un peu du tableau vivant chez Godard, on pourrait en parler chez Pasolini, mais voilà. Revenons à Calzolari. L'immobilité est guettée par le mouvement, cette image de l'objet magnifique qui porte le titre de céder sa place, qui est à l'étage. Le voilà mis en action en quelque sorte avec une spectatrice. Donc là, c'est le mouvement qui est guetté par l'immobilité, mais parfois c'est le son qui est guetté par le silence, ou le silence qui est guetté par le son. Et la liste des techniques et des matériaux employés est un défi permanent à la pérennité chez Calzolari. Il y a des lampes, des chalumeaux, des végétaux, des bouilloires, des animaux, des feuilles de tabac,
de la margarine sur les escaliers. Alors pas à la Villa Paloma, mais ça a été montré plusieurs fois. Je dis ça, mais c'est assez drôle, hein, parce que l'impermanence de Calzolari, là je l'explique de manière, bon, j'espère à peu près claire, mais un peu théorique, mais au moment de l'exposition du jeu de paume, où j'ai véritablement découvert le travail de Calzolari, je connaissais bien les responsables du jeu de paume, mais c'était la panique générale, parce qu'on s'inquiétait que le givre, que les machines tombent en panne, que le givre occasionne des fuites dans le bâtiment, que les gens glissent sur la graisse. Enfin, c'était je pense que le personnel de la sécurité avait très bien compris le caractère fondamentalement impermanent de l'œuvre de Calzolari. Alors, puisqu'il est question d'impermanence, je vous montre autre exemple. Hein, c'est très rare chez Calzolari que le texte soit écrit de manière ordinaire. Il est toujours incarné dans une matière singulière et dans cette écriture à la main, mais en néon, qui est très caractéristique de Calzolari lui-même. Alors, parlant d'impermanence, quelque chose qui frappe tout de suite, c'est chez Calzolari les structures givrantes. Il y en a beaucoup dans son œuvre. Vous avez dans l'exposition Ptoléméo, donc Ptolémée, et puis cet objet que je ne peux pas m'empêcher de trouver toujours une œuvre absolument fascinante. Alors, j'ai cru longtemps que Calzolari avait fait avec le givre la même chose que Yves Klein avec le bleu outre-mer, ou que Daniel Buren avec les bandes de 8 cm 7 de largeur, qui s'étaient approprié le givre comme une espèce de signature. Tous les critiques qui ont écrit sur Calzolari, et c'est malheureusement présent dans ce livre, c'est pour ça que je disais que je ne le réécrirai plus aujourd'hui, mais on y est tous allés de notre interprétation. Il y avait une interprétation très savante, d'ailleurs que je redonne dans le catalogue, qui rapprochait le givre de Calzolari de cet épisode magnifique du quart-livre de Rabelais. Vous vous souvenez peut-être, Rabelais et Panurge sont dans un bateau, ils sont tout à fait au nord, près de la banquise, et ils trouvent des objets, et le capitaine du bateau leur dit, mais ce sont des paroles gelées. Il y a eu ici autrefois une grande bataille, et il faisait très froid, donc les jurons, les coups de canon ont gelé, ils sont là, et si on les réchauffe, on les entend. Et effectivement, Panurge prend une parole gelée, et puis ça lui éclate à la figure, parce que c'était le son gelé d'un coup de canon. Alors, quand j'ai posé la question à Calzolari en l'interviewant il y a quelques semaines ici même, c'est toujours un peu compliqué d'interroger un artiste, de lui demander de livrer des secrets, mais je lui demandais de s'expliquer un peu plus sur le givre. Il m'a dit, mais c'est juste une question de peinture, c'est du blanc. Et vous l'avez sans doute vu dans l'interview, il explique que son grand-père était peintre à Venise, que lui était marmiton, qu'il cuisinait en quelque sorte les couleurs pour son grand-père, et qu'il avait essayé de trouver le blanc qui rendrait justement la Riva dei Schiavoni à Venise, cette pierre très blanche de quelques bâtiments, et qu'il n'y arrivait pas, et que c'est un jour, en voyant du givre dans son réfrigérateur, qui s'est dit, mais le blanc exact que je cherche,
En fait, c'est ça. Je ne peux pas le trouver en peinture en mélangeant c'est ça, précisément. Et ça vient de son adolescence ou même de son enfance avec son grand-père peintre à Venise et de cette recherche du blanc. Donc c'est une explication beaucoup plus poétique, évidemment, que toutes celles qu'on a pu en donner. Mais néanmoins, les interprétations des critiques ne sont pas complètement fausses, parce que si le givre n'est pas la signature de Calzolari, c'est tout de même, je crois, l'emblème de son travail. Dans notre environnement quotidien, ces deux dénominations distinctes pour une même substance, le givre et l'eau, c'est une manifestation très audible des changements d'état permanents qui définissent la condition terrestre en général et la condition humaine en particulier. Je crois que c'est à l'impermanence de toute chose que renvoient les œuvres de Calzolari. Elles incarnent des sensations, parfois des sensations fugaces, qu'elles restituent. Ce sont des allégories, mais donc une allégorie, c'est l'incarnation d'une chose abstraite, mais évidemment, Calzolari ne fait pas des libertés ou des républiques sous la forme d'une femme qui tient des flambeaux ou des éclairs. Il fait des allégories de la fragilité, d'une certaine manière, du tragique de notre condition, qui sont à sentir plus qu'à comprendre. Je suis convaincu que c'est vrai pour tous les artistes, mais c'est vrai du monde de Calzolari en particulier. Quand on entre dans son monde, il faut se débarrasser de la volonté de contrôle et accepter parfois que les images aient plusieurs états, qu'elles aient plusieurs formes, qu'elles changent d'une expo à l'autre, qu'on ne les comprenne pas forcément toujours très bien, que le sens soit ouvert et soit pas du tout celui d'un rébus, d'un rébus, ce qui est heureux. Et je voudrais, pour conclure, évoquer une des œuvres de l'exposition qui fait, je crois, très bien comprendre cette dimension tragicomique de notre condition. Je voudrais conclure avec ça parce que c'est très étonnant. Vous avez sans doute entendu Calzolari raconter la genèse de ce travail, donc ce petit cochon mécanique qui passe le nez dans l'encoignure d'une porte en plomb. Calzolari va à Rome en camion, il s'arrête dans une station-service pour prendre un café, puis il voit ces trucs qui sont vendus dans les stations-service d'autoroute, un petit cochon rose animé, ça le fait rire, il dit « je vais rapporter ça à ma femme ». Il le rapporte à sa femme, il est tard, il rentre dans la nuit, il lui dit « regarde, je t'ai acheté un cochon ». Donc il montre le cochon, il l'allume, tous les deux rigolent, mais ils sont très fatigués, ils s'endorment. Et puis ils oublient d'éteindre le cochon. Et au matin, Calzolari se réveille, il se lève, et il voit le cochon qui est bloqué dans la porte d'entrée de la chambre. Et il dit « j'ai trouvé ça tellement tragique que aussitôt j'ai refait la scène et la pièce ». Et je crois que dans cette tragicomédie qui est à la fois fixe et mobile, puisque le cochon est animé et bruyant et mécanique, on retrouve le théâtre, et même très précisément, à mon avis, quelque chose qui est de nos jours beaucoup négligé, qui est ce qu'on appelait le théâtre de l'absurde. Beckett, Ionesco, Adamov, Boris Vian. Je pense qu'il y a donc en bas à droite, c'est les bâtisseurs d'empire de Boris Vian, et au-dessus, c'est avec l'arbre
est-ce que c'est celui de Giacometti? Non, peut-être pas. Avec l'arbre, c'est En attendant Godot, et avec Madeleine Renaud, c'est évidemment Oh les beaux jours. Beckett, hein, qui disait, qui ne lisait jamais de philosophie parce qu'il ne comprenait rien à la philo, Ionesco qui proclamait haut et fort que le théâtre n'était pas le langage des idées. Alors il faudra, à mon avis, j'en parlais tout à l'heure avec, c'est vous, Benjamin ou Guillaume, je ne sais pas si la vie me donnera le temps de faire ça, mais revenir sur l'influence sur les artistes des années 60, non seulement de Julian Beck, du Living Theatre, mais aussi de ce théâtre extraordinairement populaire et aujourd'hui en train de traverser le désert, qui est le théâtre de Ionesco, d'Adamov, de Beckett et de Boris Vian. Et pour tout dire, pour moi, le cochon de Calzolari, c'est Sisyphe qui pousse son rocher sans fin, mais c'est Sisyphe à la station-service. C'est Sisyphe relu par Beckett. Si vous m'autorisez, Benjamin, à conclure sur un cochon. Ouais. Merci beaucoup, Didier. Bravo. On a peut-être peu de temps pour faire quelques questions-réponses avec Didier avant de conclure, mais ça peut également se faire de façon plus informelle. S'il y avait des questions, en tout cas, là tout de suite brûlantes, n'hésitez pas à la poser. Ondine, avec plaisir. Oui, bonsoir, merci beaucoup parce que d'abord j'ai vu vos paroles, mais quand vous parliez, je n'arrêtais pas de penser à ce petit cochon justement et au rire qu'il a déclenché chez moi et presque à la réaction qui a été la mienne, un peu de désappointement quand Calzolari a dit c'est une tragédie. Et effectivement, et après je me disais, effectivement, oui, c'est une tragédie. Et quelle est la part de l'humour justement dans son travail? Parce que j'ai l'impression qu'on est toujours à la limite, vraiment à la frontière du gag. Du gag, avec justement un miracle qui pourrait arriver, parce que finalement, ça peut se mettre à geler, et puis pourquoi pas prendre le feu, etc. Et donc c'est ça que je trouve très intéressant, c'est-à-dire cette espèce de crête entre, on n'est pas du côté du cynisme, on y est, mais vraiment pas, non. Pas du tout, Ouais. Et en même temps, on n'est pas loin d'un rire qui est peut-être associé aux pleurs aussi, qui est dans son travail. Et vraiment, je voulais vous remercier d'avoir terminé par ce cochon, parce que tout au long de la visite, enfin plutôt à la fin de la visite, il m'a obsédé. Non, mais je ménageais un peu mes effets, hein, mais je pense que l'œuvre de Calzolari est pour beaucoup tragicomique. Hein. Il y a toujours une part, Ptolémée par exemple, voilà, c'est une table de dissection. Il y a une œuvre de Beuys qui, alors là, Beuys, c'est, pour le coup, c'est essentiellement la tragédie. Il y a assez peu de plaisanterie. A fait une pièce qui ressemble beaucoup, qui est une table de dissection avec le centre qui s'écoule. Mais chez Calzolari, on peut y voir une table de dissection si on a déjà vu ces objets épouvantables, mais en même temps, c'est un paysage à moitié couvert de neige, avec un lac qui se forme au milieu. Donc il y a toujours les deux éléments. Il tient les deux bouts de la chaîne. La bougie qui brûle sur le banc givré, logiquement, à un moment donné, fera fondre le gel, et ça sera un désastre pour la Villa Paloma. Il y a cet équilibre, et c'est absolument normal de rire devant le petit cochon, exactement comme on rit devant les pièces de Ionesco. C'est la traversée du désert de Ionesco, c'est quelque chose qui me fascine, parce que mon enfance a été baignée par ça. Il y a
l'ORTF n'avait qu'une chaîne de télévision, et donc j'avais, je ne sais pas, 10 ans peut-être, j'ai vu Rhinocéros. Pour moi, c'était un miracle, un truc absolument, absolument fascinant. Et aujourd'hui, tout ça est... Bon, on joue encore Beckett, mais Ionesco, je ne suis pas sûr qu'il soit programmé très souvent. Alors que, voilà, je pense que c'est comme ça que beaucoup d'artistes voient la vie, mais beaucoup d'artistes, beaucoup de... Shakespeare, c'est parfois très drôle. Et Kant, c'est parfois extrêmement rigolo quand on a le courage d'aller jusqu'au bout. Mais il faut le courage d'aller jusqu'au bout. Vous me direz à quel endroit vous allez. Ah oui, absolument quand vous voulez, quand il évoque la question de savoir si la musique est un art majeur ou mineur, et qu'il dit la musique, c'est un truc qu'on entend quand on ne l'a pas demandé, c'est comme les voisins qui s'engueulent, comme le voisin dans la diligence qui se mouche. Et donc pour Kant, la musique, c'est un peu... Et par ailleurs, j'ai relevé dernièrement André Roublev de Tarkovsky, et je me disais, s'il n'y a pas un peu quelque chose. En fait, il faut croire en son récit, quel qu'il soit, pour être artiste. Et on lui colle le nom de Bible, de Dieu, de ce que l'on veut, mais finalement, peu importe. Et puis, il y a ce moteur qui est indispensable à la création. Il y a la foi, mais dans Andrei Roublev, c'est drôle que vous en parliez, parce que c'est mon film fétiche, je l'ai vu à 15 ans, j'ai fait 2 fois le tour de la ville en Solex pour me calmer. Il y a la foi, et puis il y a la chute. Parce qu'il trouve la bonne argile quand il tombe au fond de son... Quand le jeune garçon tombe au fond de la fosse, après avoir cherché la bonne argile pour fondre la cloche. Donc il y a cette chute. Alors chez Calzolari, ça peut être le trivial du cochon. Il y a quelque chose qui craque, et puis c'est là-dedans qu'il y a la beauté. Je ne veux pas avoir peur des mots. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre attention. J'ai